La solidarité au cœur, saison 3, un rendez-vous que vous donne pendant le mois de Ramadan l'ONG Muslim Hands sur Beurre FM. Le mois de Ramadan, vous le savez, c'est le mois de la solidarité et du partage par excellence et les besoins sont immenses. Je reçois aujourd'hui Faris Safar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Faris. de nous recevoir. Nouvelle génération d'humanitaires, hein. Vous êtes un jeune. C'est ça, 27 ans, tout frais. C'est bien parce qu'à la répétition, vous avez calculé votre âge et là maintenant vous arrivez à le sortir normalement. Ça y est, je suis Donc, prêt là. donc c'est bon, vous savez, vous êtes chaud là. Je suis huilé là. Bien, assistant projet depuis 3 ans. Alors derrière ces titres, on ne sait pas très bien ce qui se cache. Quelle est la réalité de votre métier, Faris ? Très bien. Alors la réalité de mon métier est la suivante. Moi, je vais intervenir tout au long de la phase de conception du projet. C'est-à-dire que je vais travailler avec des collègues qui sont soit ici en France, soit à l'étranger. Oui. On va récolter un peu les besoins de la population. On va analyser ce qu'on peut faire. Ouais. Ensuite, on va s'occuper de tout ce qui est administratif. Donc, on a des documents de demande de projet et de budget. Ouais. Et puis, une fois que c'est validé, on s'occupe de tout ce qui est finance. On signe un accord financier. D'accord. On envoie les fonds sur le terrain et ils s'occupent de mettre en place le projet. D'accord. Vous avez un master en développement local. C'est ça. Ce qui rejoint en fait ce que vous faites aujourd'hui à Muslim Hands. Tout à fait. Voilà, j'ai pu apprendre grâce à ce master toutes les notions de gestion de projet qui me servent à Muslim Hands. Vous intervenez dans la conception des projets, mais également aussi dans la mesure de l'impact des projets. Ça, c'est important de mesurer l'impact qu'on peut avoir sur place. Exactement. Donc, à la fin du projet, on a ce qu'on appelle des phases de monitoring ou d'évaluation. C'est-à-dire ça nous arrive, nous, assistants projet, d'aller sur le terrain, de rencontrer la population et justement d'échanger avec eux sur voilà, le projet, comment ça s'est passé, est-ce que ça a répondu à leurs attentes, Ouais. qu'est-ce qu'ils en ont tiré. Et à la fin, on récolte les bons points, les mauvais points, on essaye de s'améliorer pour la prochaine fois. D'accord. C'est important de mesurer l'impact parce que c'est l'argent des donateurs de toute façon Tout à fait. et les donateurs veulent des résultats. C'est ça, les donateurs veulent des résultats et nous, on doit aussi leur rendre des comptes à ce sujet parce que vous l'avez expliqué, c'est leur argent. Donc, on a, on va dire, cette redevabilité. Et puis aussi, nous, à titre professionnel, ça nous sert justement à améliorer ce qu'on propose. C'est-à-dire que sans ces phases d'évaluation, on voit pas ce qui marche moins et par conséquent, on ne l'améliore pas. À Muslim Hands, vous avez alors plusieurs fonds. Et vous avez un fonds qui s'appelle Moyens de subsistance. On va en parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut justement aider les populations à briser ce qu'on appelle le cercle de la pauvreté ? Bah justement, c'est exactement ce à quoi sert ce fonds Moyens de subsistance. C'est-à-dire que si vous prenez un panorama du monde associatif et des ONG, le risque qu'on peut avoir, c'est que les ONG, à force d'intervenir régulièrement, créent une forme de dépendance ONG bénéficiaire. Et en fait, ce fonds-là, le fonds moyen de subsistance, il sert justement à couper le cordon ombilical et donner les outils à ces personnes-là pour s'en sortir d'elles-mêmes. C'est pour autonomiser, on va dire, les populations sur place. C'est ça, autonomiser et puis surtout leur apporter aussi un sentiment de responsabilité et de dignité. C'est quoi l'idée ? C'est de les aider à générer des revenus par eux-mêmes ? Tout à fait. Donc nous, on va intervenir, comme je disais, en leur donnant les outils. Donc ça peut prendre la forme d'un petit commerce pour les commerçants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous allons financer un kiosque, donc qui peut contenir une certaine quantité d'items à vendre. Et nous, à côté, justement, on va leur fournir directement ces items-là, ou alors une aide les financière. items, c'est ce qu'on appelle, c'est quoi ? C'est la marchandise ? Exactement, la marchandise. Parce que item, c'est un peu technique. Ouais, c'est un peu technique. Et du coup, on leur fournit donc soit cette marchandise directement, ou alors une aide financière, et ils iront eux-mêmes se procurer les marchandises. Donc ça, c'est une possibilité. Donc C'est une possibilité. le kiosque pour ceux qui vont vouloir s'installer, mais il y a d'autres opportunités que vous proposez aux populations sur place. Tout à fait. Donc les autres projets phares sur lesquels on a travaillé là en 2024 sont le projet de formation aux machines à coudre. C'est-à-dire qu'on va prendre une population particulièrement féminine vulnérable, Ouais. on va leur offrir une formation à l'utilisation de la machine à coudre et après plusieurs mois, elles sont capables de l'utiliser pour fabriquer leurs propres tissus et les revendre. Donc en fait, on intervient là sur 2 volets, formation, autonomisation. D'accord. Comment vous choisissez celles qui vont intégrer le programme ? Alors, on travaille en collaboration avec nos collègues sur le terrain qui connaissent les lieux où ils interviennent parce qu'ils sont eux-mêmes issus de là-bas. Et en fait, selon la condition de la personne, voilà, ils vont estimer qu'elle est éligible ou non au projet. Ouais. Et à partir de là, ils vont nous fournir ce qu'on appelle une liste de bénéficiaires qu'on va utiliser pour intervenir.
D'autres possibilités également dans l'élevage? Oui, dans l'élevage, donc effectivement, on travaille auprès donc des éleveurs sur le terrain qui ont déjà, on va dire, leur situation, etc. Et nous, on va venir les aider, entre guillemets, booster en leur finançant directement les animaux qu'ils utilisent dans leur élevage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça peut agir sur plusieurs points. Le premier, c'est la consommation personnelle. Donc, ils peuvent se nourrir, entre guillemets, en autosuffisance. Et le deuxième point, c'est qu'ils vont pouvoir aussi vendre ces produits et générer un revenu. Mmh. Élevage de chèvres et de poules. C'est ça, majoritairement chèvres et poules. Mmh. Est-ce que vous voyez autre chose qu'on peut proposer aux gens sur le terrain? Oui, on agit également aussi dans ce qu'on appelle la distribution de jardins communautaires. Donc en fait, c'est des petites parcelles de terre d'1 hectare qu'on fournit à un village. Et en fait, les habitants de ce village vont le cultiver et ils vont, comme je disais, récolter donc voilà principalement des légumes qu'ils vont utiliser ou pour leur propre consommation ou pour la vente. Bien. Et générer un revenu. Alors comment est-ce que vous mesurez l'impact des projets générateurs de revenus? Est-ce que vous dites aux gens, voilà, au bout de 2-3 ans, combien vous gagnez? Comment ça se passe? C'est ça, ça peut être un facteur. C'est-à-dire qu'on se base sur plusieurs critères, notamment l'impact. Donc c'est ce qu'on va appeler la situation avant-après. On a l'efficacité, combien de temps ça a mis à démarrer, et on a l'efficience, c'est-à-dire sur combien, on va dire, sur quelle période ça a duré, est-ce que ça a duré sur le long terme ou non. Et du coup, voilà, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on se rend sur le terrain, on a des interviews avec les bénéficiaires. Donc là, ils nous racontent vraiment dans les détails comment ça s'est passé pour eux. À partir de là, on regarde si les indicateurs qu'on a établis avant le projet ont été atteints. J'ai dit indicateurs, mais peut-être objectifs, c'est plus clair. Et si ces objectifs-là sont atteints, dans ce cas, on considère que le projet est une réussite. S'ils ne le sont pas, on regarde comment on peut faire pour l'atteindre la prochaine fois. Briser le cercle de la pauvreté. Pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient justement contribuer à ce fonds de moyens de subsistance, comment on fait? Alors, combien ça coûte déjà? Alors, ça va dépendre des projets. Par exemple, pour le petit commerce, on est sur du 900 €. Après, pour les élevages, pareil, ça va varier selon que ce soit une chèvre ou une poule. C'est quoi? C'est le prix du kiosque, en fait, c'est ça? C'est le prix du kiosque et c'est également le prix de la marchandise tout est compris dans les 900 €. Les marchandises que l'on va envoyer. Donc voilà, après, ça va dépendre vraiment des localités, ça va dépendre aussi des types de projets. Mais en tout cas, si la personne est intéressée, elle a 2 manières de procéder. La première, c'est d'aller sur le site internet muslimhands.fr. Dans la catégorie Nos actions, tout est décrit avec le montant et le rendu que ça va donner. Tandis que si la personne peut se déplacer, elle peut venir dans nos locaux à Saint-Ouen pour directement faire un don sur place ou nous appeler par téléphone. Ça, c'est encore possible pour ceux qui sont pas des geeks. C'est ça, c'est encore tous les moyens. Ancienne génération, mais mais c'est bien ça. Bien, Muslim Hands, c'est aussi la zakat el fitr que vous pouvez donner depuis le début du mois. Que vous collectez. C'est ça. Dès le début du mois, la possibilité également pour ceux qui doivent des sous un petit peu de donner la kafara, la fidya. Il y a un fonds Ramadan aussi que vous alimentez pour tous ceux qui veulent participer justement au colis et aux distributions du mois de Ramadan. C'est ça. Donc Muslim Hands agit pendant le mois de Ramadan, notamment en tentant de nourrir un maximum de personnes dans le besoin. Et effectivement, il y a tous les fonds que vous venez de mentionner qui seront disponibles. Faris, merci d'avoir été avec nous et bon Ramadan à tous. Merci beaucoup.